Et voilà l'enregistrement qui est lancé. Donc, bonjour à tous. Merci d'être venus à ce webinaire sur le thème Je code, comment bien diffuser mon logiciel. Il sera organisé en 3 parties. Les retardataires, c'était le cadre toulousain. Donc, 3 parties. Une première partie sur la présentation du COSI, du comité open source de l'IRID. Une deuxième partie qui sera menée par Jérôme et Guillaume, Toulouse Tech Transfer, sur la valorisation des logiciels open source, ici de la recherche. Et une dernière partie qui sera portée par Madame Soraya Demey sur la méthodologie de diffusion des logiciels open source dans une démarche open data. Donc, pour vous présenter le COSI, notre objectif, lorsque nous avons créé ce comité qui est interne à l'IRID, a été de répondre aux interrogations des membres de l'IRID sur le choix de la licence à attribuer à leur production logicielle, mais également de recenser tous les logiciels libres qui sont issus des travaux du laboratoire sur lesquels nous n'avions pas jusqu'à présent de visibilité. Les étapes du projet ont été longues en fait parce que l'idée a germé en juillet 2021 si je me souviens bien. Mais donc nous avons présenté en interne le COSI devant la commission des produits de la recherche qui nous a fait quelques retours sur le périmètre à appliquer. Après, nous avons fait une présentation devant le conseil du laboratoire qui a voté pour la mise en place du COSI. Ça est suivi une diffusion du flyer Je code comment bien diffuser mon logiciel qui, donc pour les membres IRID, que pour les membres IRID, que vous pouvez bien sûr retrouver sur l'intranet. Il y a eu un formulaire de saisine du COSI qui est également disponible sur l'intranet le 11 mai. Le COSI a enfin été présenté devant l'Assemblée des responsables scientifiques et la première session a eu lieu hier avec 2 projets qui nous ont été présentés. Donc, pour l'objectif 1, le conseil en matière de licence open source, soit les membres de l'IRID viennent nous poser des questions lors des sessions, lors des réunions du COSI. Nous avons également une adresse générique et nous pouvons être saisis à tout moment. Et nous produirons des formations, des webinaires ou des demi-journées d'information ou de formation sur le thème. Et vous avez également comme support le flyer Je code comment bien diffuser mon logiciel. Sur l'objectif numéro 2, pour obtenir une meilleure visibilité des logiciels diffusés en open source, donc pour les membres IRID, lors de la dernière évaluation HVRS, ce dont on s'est rendu compte, c'est que nous avions une bonne visibilité sur les brevets, licences, déclarations d'invention. Pourquoi? Parce que tout ça passe par Toulouse Tech Transfer et il y a des fiches préliminaires d'invention, il y a des dossiers de valorisation et de maturation qui nous donnent du contenu pour le reporter lors de l'évaluation HVRS, mais pour les logiciels open source, en fait, on n'avait aucune visibilité, d'où l'idée également de faire du COSI une instance d'enregistrement des projets de diffusion des logiciels en open source, ce qui nous permettra d'alimenter la rubrique produits et outils informatiques du prochain rapport. Pour ce qui est de la composition de la saisine et du fonctionnement du COSI, sa composition est la suivante. Donc, nous avons Jérôme Farinas en tant que chargé de mission partenariat de l'IRID, 2 représentants de TTD, Guillaume et Jérôme qui sont aujourd'hui présents, un représentant de la direction, le directeur adjoint Dominique Longin, moi-même et un représentant du corps enseignant-chercheur, Franck Sylvestre, qui a été sélectionné du fait de son expérience dans le domaine de la diffusion des logiciels en open source. Pour nous saisir, pour les membres IRID, vous pouvez nous saisir à tout instant via le formulaire de déclaration de logiciel qui est dans votre espace. Ce formulaire est en français et en anglais, accessible à la fois sur la rubrique diffusion et valorisation de l'intranet, mais également sur votre espace personnel. Sur ce formulaire, nous recueillons des données de base qui nous permettront d'instruire votre demande et vos interrogations avant que vous veniez nous présenter votre projet lors des réunions en présentiel qui auront lieu
tous les mois, enfin, à l'exception de la période de fermeture. Et la prochaine réunion a lieu le 7 juillet et sur le créneau 2h-16h. Le calendrier d'Ecosi est disponible sur la rubrique diffusion et valorisation de l'intranet. Et à chaque fois, nous lancerons en interne des alertes pour les chercheurs. Et nous sommes fixés un délai d'1 mois entre le moment où vous nous saisissez et un moment où un avis est rendu. Hier, par exemple, donc les 2 projets qui nous ont été soumis 15 jours avant et nous avons donné un avis immédiatement au moment même où le projet nous a été présenté. Et le périmètre d'action, c'est une recommandation de la Commission des produits de la recherche. Nous ne traitons pas des logiciels qui ont déjà été diffusés, bien entendu, des artefacts pour les publications scientifiques et des contributions à un logiciel open source déjà existant. Et après le COSI, donc il est important pour nous que les logiciels qui sont diffusés en open source soit aussi mis sur HAL et sur Software Heritage. Pourquoi? Puisque sur une future rubrique de notre site web, nous allons faire remonter tous les logiciels qui sont diffusés sur HAL et sur Software Heritage pour communiquer dessus. Et si la diffusion open source donne lieu à une valorisation économique, ce qui n'est pas du tout exclu, ce que nous expliquera dans quelques minutes Guillaume et Jérôme, vous recevrez un accompagnement de la part de TTT et bien sûr du service partenariat de la tutelle concernée et du service partenariat de l'IRIT. Alors, avez-vous des questions pour les 2 membres IRIT présents? 3, 4, merveilleux. Non, c'est très clair, merci. Parfait. Très bien, merci beaucoup. Donc, Jérôme, Guillaume, je vous propose de continuer. Ok, je prends la main alors. C'est pas de question. Alors, je partage l'écran. Je fais ça. Donc, est-ce que vous voyez? Oui. Bon. Donc, bonjour à tous. Jérôme Delasseux. On va faire la présentation à 2 avec Guillaume. Je fais la première partie et Guillaume la deuxième. On a 1 heure, je crois. Donc, on a en général, on tient à peu près, on va essayer de viser 50 minutes, 45 minutes, 50 minutes, comme ça, s'il y a des questions, ça laisse un peu de temps. Eh bien, on y va. Donc, l'objectif, c'est de parler de valorisation des logiciels open source, alors, issus de la recherche, c'est le sujet. C'est un peu différent en entreprise. 3 parties, donc un rappel de base, propriété intellectuelle, enfin, assez général. Ensuite, on va parler stratégie de valorisation justement basée open source. Et puis, Guillaume va faire un retour d'expérience sur la gestion d'un projet open source ambitieux où on essaie d'avoir des contributeurs, etc. Puisqu'il a fait ça au LAS pendant un certain temps. Donc, on y va. Alors, la valorisation, déjà, bon, c'est important nous, comme on entend à tous les transferts quand on parle de valorisation, c'est la valorisation d'inventions issues des labos, qui sont formalisées par des brevets et ou du savoir-faire et ou des logiciels. Alors, à l'IRIT, souvent des logiciels. Et puis, de rappeler aussi pourquoi on a été créé. Vraiment, à l'origine, la création des SAT, donc tous ces transferts à la SAT d'Expédie-Pyrénées, c'est vraiment d'aider en particulier les petites entreprises françaises locales, les PME, les startups, à intégrer des résultats issus de la recherche, parce que ce n'est pas évident pour elles n'ont pas les mêmes moyens qu'un Airbus. C'est pour ça qu'on a été créé, et les missions qui nous ont été confiées par nos actionnaires, donc je le rappelle, c'est l'Université fédérale de Toulouse, BPI, le CNRS, la région métropole, c'est de faire plus de transferts et créer plus de startups. En fait, plus d'impact économique, plus d'emplois créés, etc. Et plus de revenus aussi, je ne l'ai pas marqué, mais parce qu'on nous le rappelle aussi régulièrement, aussi plus de revenus pour les actionnaires et pour les universités.
Le levier dont on dispose, c'est la professionnalisation. On fait ça depuis 10 ans maintenant. Donc, on fait que ça. On fait le métier de la valorisation, en tout cas de l'identification des inventions jusqu'à leur transfert. On fait que ça. Donc, on commence à avoir un peu d'expérience. En plus, on le partage avec toutes les autres salles de France. Et puis, surtout, on dispose d'un fonds de maturation, donc d'argent qui nous permet d'investir pour monter en maturité les technos, justement, pour aider ces PME qui ont du mal à aller récupérer ces résultats parfois. Et on a aussi une contrainte qui nous est demandée, ce qui est bien normal par nos actionnaires, de bien gérer ce fonds de maturation. Pour le dire simplement, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi non plus. Alors, on parle un peu propriété intellectuelle, des rappels importants, parce que ce n'est pas trivial en fait, hein, mais c'est vraiment important. Donc, quand on est chercheur, rappelez que, d'une manière générale, quand on est auteur d'un logiciel, ce n'est pas la même chose que propriétaire du logiciel. Le cas général, c'est que les employeurs des auteurs sont les propriétaires. Donc, si vous êtes un chercheur salarié par l'UPS et vous avez développé tout seul un logiciel dans le cadre de votre emploi, le propriétaire, c'est bien l'UPS. La distribution d'un logiciel à un tiers nécessite une licence. C'est ça la licence. La licence, c'est que je veux commencer à le rendre accessible, mon logiciel. Alors, je mets rendre accessible parce qu'avant, c'était distribué, les logiciels. Vous vous rappelez, on les téléchargeait. Vous téléchargiez sur votre PC le logiciel. Maintenant, via les applications en SaaS, Software as a Service, Gmail, etc., tout s'exécute depuis le browser, donc il n'y a plus de distribution. Par contre, on rend quand même accessible le logiciel. Donc, cette nuance est importante. Dès qu'on fait ça, il y a besoin d'une licence qui va définir les droits et les obligations du tiers. Alors, surtout les droits, mais parfois aussi des obligations, en particulier sur certaines licences open source, qui vont imposer des choses à la personne qui récupère le logiciel. Ce sont les propriétaires, s'il y en a plusieurs, on peut avoir plusieurs propriétaires d'un logiciel, qui sont responsables du choix de la licence. Ça, c'est un point important. Et quand on choisit une licence, il faut le faire aussi en n'oubliant pas que si ce logiciel a été généré dans le cadre d'un contrat de collaboration, il y avait un contrat derrière qui peut avoir des clauses de propriété intellectuelle qui apportent certaines contraintes, par exemple, ou recommandations. Donc, tout ça doit être fait en prenant tous ces éléments en compte. Un point qui est il est un peu à part celui-là, mais j'en parle sur la rémunération des auteurs publics. Donc, nous, justement, quand on fait des licences d'exploitation, il y a une contrepartie, on peut récupérer des revenus, et ces revenus reviennent à l'employeur, au propriétaire, en fait. Et puis, il y a une obligation de rémunération par l'employeur des inventaires publics. Alors, je ne rentre pas dans le détail. Mon message là, il est juste de rappeler que quand on va aller dans une stratégie open source, on met son code sur l'open source, on n'a plus de revenus d'exploitation directe. On ne peut pas demander à une entreprise qui exploite un logiciel open source de l'argent juste pour l'utiliser, puisque par définition, la licence open source lui donne cette garantie. Et puis aussi, tout le monde, tous les gens qui ont accès à ce logiciel peuvent aussi faire la même chose. Donc, on perd cette possibilité. Alors, ce n'est pas du tout un problème, et on va en parler. Si cette mise en open source découle d'une stratégie du laboratoire, enfin, c'est réfléchi, en gros, et donc il y a un équilibre, on a une idée en tête. Donc, ça, ce n'est pas un souci. Par contre, mon point là est de dire attention, dans les cas qu'on a déjà vus qui peuvent arriver, si vous avez développé, alors vous, un seul chercheur qui a développé pour une entreprise un logiciel qui est vraiment sur mesure, en gros, qui est utilisable que par elle, et là, vous avez l'entreprise qui pousse, écoute, si tu peux me mettre le logiciel sous une licence permissive open source, voilà, moi, ça m'arrangerait bien. Là, pour le coup, on n'est plus vraiment dans une stratégie pour le labo, pour l'intérêt collectif, on n'est plus dans l'intérêt, en fait, des propriétaires. Donc, attention à éviter ce cas-là. Un point sur les auteurs. Là, on a souvent, quand on identifie donc une invention, donc on doit savoir qui sont les auteurs. C'est important parce que si jamais il y a l'argent qui est récupéré, ça va revenir vers les auteurs in fine. Donc, c'est quand même important de mettre les bonnes personnes. Souvent, c'est souvent, par exemple, le doctorant qui a fait l'essentiel du code.
voir tout. Et donc, on a des questions sur mais qui peut être auteur? Moi, je n'ai pas codé. Donc là, c'était pour rappeler qu'il y a des choses, y compris si vous n'avez pas contribué au code source, mais que vous avez contribué au titre du logiciel, au cahier des charges, au matériel préparatoire, typiquement les spécifications, des choses écrites, y compris la documentation, ça peut être considéré comme du droit d'auteur. Et donc, vous pouvez être un des auteurs. Donc, le message ici, c'est en général, il y a relativement de souplesse pour que quand on liste les auteurs qui vont mettre leur pourcentage de contribution, ce n'est pas parce que vous n'avez pas mis une ligne de code que vous ne serez pas auteur. Alors, l'inverse est vrai, hein, ce n'est pas parce que j'ai simplement mis une idée, juste une idée que je suis auteur. Donc là, on met un peu les limites. C'est pour ça qu'un langage de programmation, enfin surtout un algorithme de très haut niveau, seul, bah, ce n'est pas protégeable en tant que tel. Et pour finir là, sur ce rappel des bases, ça c'est important. Alors nous, dans notre métier, on essaie donc de valoriser des inventions. Donc en général, c'est des inventions pour lesquelles il y a un enjeu, hein, où le chercheur se dit, voilà, on pense que ça pourrait vraiment avoir un impact pour les entreprises, ça pourrait les intéresser. Les critères essentiels qui font que ça va marcher, que ça va intéresser des entreprises, donc de manière complètement indépendante de l'aspect open source ou pas, ça va vous paraître assez trivial, mais c'est important de le rappeler, c'est le gain par rapport à l'existant. Hein, c'est la première chose qu'on nous pose comme question. Pour répondre au problème A, aujourd'hui, moi, je fais comme ça. Bah, qu'est-ce que je vais gagner? Est-ce que je vais aller plus vite? Je vais aller moins cher, etc. Petite remarque, souvent pour des logiciels, il y a plusieurs types de cibles. Vous avez l'utilisateur final, mais il peut y avoir des acteurs intermédiaires qui ne vont pas avoir exactement les mêmes besoins. Donc ça, c'est souvent important d'avoir pensé à ça aussi, que le gain n'est pas toujours le même en fonction des utilisateurs. Ensuite, 3 critères importants, et surtout les 2 premiers, c'est la facilité d'usage. Alors, par exemple, une interface en ligne, si c'est un outil en ligne de commande qui est simple, qui est bien documenté, la documentation, ça va devenir important. Qui n'est pas une expertise absolument incroyable pour paramétrer. Si on de paramètres comme ça arrive quelquefois, finalement, en fait, on a mis un open source, mais il est utilisable parce que sans l'expertise du chercheur, on ne sait pas faire. Donc ça, c'est un point aussi à prendre en compte. La facilité d'intégration, l'idée, c'est de réfléchir à est-ce que l'entreprise qui utilise peut-être des formats de données différents, qui utilise des frameworks différents, va pouvoir facilement le récupérer. Donc, tout ça, usage et intégration, c'est typiquement des choses où nous, on peut aider en tant que… Parce que ce n'est pas toujours effectivement le boulot des chercheurs hein, L'idée, c'est de mettre au point, par exemple, un algorithme qui est vraiment nouveau, qui marche bien. Après, on est vraiment dans le gap dont je parlais au début vis-à-vis des PME. Hein, c'est ce qui sort du labo. On a prouvé que ça marche, c'est intéressant. Mais par contre, pour que ça soit reprenable par une entreprise, souvent, il y a un effort à faire au niveau de la doc, peut-être de l'architecture, des API, etc. Donc, mais c'est des critères qui vont être importants. Et puis, j'ai parlé de la communication parce que, oui, il faut quand même que ça soit connu. Mais ça, c'est comme tout. Il faut le diffuser, il faut en parler, etc. En conclusion, là, je parle de tout ça parce que on croit souvent, parfois, que je vais le mettre en open source et donc ça va, quelque part, ça va résoudre quasiment tous ces problèmes. Bien sûr que non, en fait. Hein, la mise en open source, elle a un impact vraiment très indirect. Elle va aider, par exemple, si on le met sur GitHub, on peut le trouver via du Google, c'est trouvable facilement, mais sur la facilité d'usage, quasiment tous ces critères, ça ne fait pas grand-chose, en fait, l'open source. Ça va apporter d'autres choses, ça permet de tester, par exemple, très facilement, mais ça ne va pas jouer là-dessus. Et je parle de Dart. Alors, peut-être, vous ne connaissez probablement pas, parce que ça vient du CSBio, c'est un logiciel qui est très ancien, qui est toujours activement développé. C'est du propriétaire, c'est un logiciel de recherche. Hein. Alors, c'est j'ai un peu oublié, c'est la simulation, la modélisation des transferts radiatifs dans les paysages. Donc, on a un domaine assez différent, mais c'est juste pour dire qu'il a plusieurs centaines d'utilisateurs dans le monde entier depuis, je pense, une bonne quinzaine d'années maintenant, voire plus. Il est activement maintenu, ils ont des ressources pour le mettre à jour, et finalement, ce n'est pas open source. Par contre, il y a eu un énorme travail, parce que c'est toujours un énorme travail, open source ou pas, de travailler sur effectivement les API, la doc, etc. Donc, voilà pour cette première partie sur les bases. Je vais parler maintenant un peu plus on va rentrer dans le dur sur la valorisation open source.
Alors, l'idée, là, moi je parle de stratégie de valorisation. C'est vraiment un mot-clé important. Il faut qu'il y ait une stratégie de valo. C'est pour ça, en fait, qu'on a créé l'idée de COSI, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème pour aller en open source, mais il faut vraiment qu'on évite ça, qu'on voit de temps en temps. C'est, bah oui, je l'ai mis open source. Pourquoi? Parce que j'ai fait comme mon collègue, je ne sais pas trop. Et quelquefois, on le voit, c'est dommage parce qu'à posteriori, le chercheur se dit, j'aurais pas dû faire comme ça. On a aussi des soucis, quelquefois, on met en réfléchissant un petit peu, on le met sur open source, et puis quand on dit, mais alors, OK, ça a l'air vachement intéressant, et quels sont les retours? Le chercheur, finalement, dit, j'en ai pas trop, voire même, on m'a dit ça il n'y a pas très longtemps, il paraît que Google l'utilise, donc c'est quand même bien, bon, le machin doit marcher bien, mais en fait, j'ai pas de retour, ça m'a pas vraiment servi. Donc, c'est dommage parce qu'on l'a mis sur open source, l'idée, c'est qu'il y a un retour derrière. Et puis, troisième point aussi qu'on voit, mais là, pour le coup, qui est quand même beaucoup plus compliqué, c'est effectivement, on veut souvent, quand on met en open source, on espère avoir des contributeurs. Alors, le premier besoin en général est d'avoir des retours, hein, déjà que ça soit utilisé, des retours de tests, etc. Mais avoir des contributeurs, créer une communauté, c'est vraiment très compliqué. Donc, il y a une petite BD. Si vous avez déjà fait ça, ceux qui ont l'expérience, c'est compliqué. Moi, je le fais aussi. Je sais que c'est compliqué aussi à titre personnel. Donc, quand on essaie d'avoir une stratégie justement open source, stratégie de value open source, en fait, la question importante, c'est pourquoi. Et là, j'ai mis sur ce slide 4 grandes familles de questions qu'on va poser. Alors, on va pas tout balayer, hein. Pas de chaque question individuelle. La première chose, en général, c'est les objectifs. Voilà, c'est pourquoi tu le fais. Alors, j'ai mis les objectifs classiques, hein, on l'a eu hier d'ailleurs, accompagner ma publication, la reproductibilité, faciliter le travail d'équipe, etc. Ça peut être assez divers, mais donc c'est vraiment de comprendre ça. L'aspect sur mon logiciel, c'est très important. Quelle est la nature du logiciel entre un composant, une librairie, donc une brique en fait individuelle et une application standalone, ou un framework, ce n'est pas la même chose et ça va avoir des implications sur les choix des licences. Bien sûr, la maturité du logiciel aussi va jouer. Quelque chose qui est très mature, sur lequel on a travaillé depuis longtemps, on ne va pas avoir la même stratégie que peut-être un premier proto qu'on veut faire tester vite et on sait de toute façon qu'on va d'ailleurs, peut-être qu'il n'est même pas utilisable par beaucoup de gens, par des entreprises, ça va être juste pour mon collègue chercheur. Donc, tous ces aspects-là sont très importants. On vous retrouverez aussi des questions, là je parle de la facilité de prise en main, la documentation, l'API, etc., doivent être posées. Des questions par rapport au projet personnel. Alors, imaginons qu'on a un auteur principal. Qu'est-ce que lui a envie de faire? Est-ce que c'est juste un truc finalement pas très important et pas qu'il veut s'en débarrasser, mais il se dit, moi, ce n'est pas du tout le cœur de mon sujet et c'est idiot que la petite brique que j'ai faite reste dans mon coin. Dans ce cas-là, effectivement, il faut le mettre en open source et on va mettre une licence très permissive. Et puis, de l'autre côté, peut-être c'est un projet pour le chercheur avec un gros enjeu, ou peut-être on imagine de la valorisation, peut-être une start-up. Ça, c'est des éléments aussi qui doivent être pris en compte. Puis la dernière grosse partie, c'est lié à l'environnement du laboratoire. Est-ce que c'est un chercheur, mais il y a peut-être d'autres chercheurs qui travaillent dessus dans l'équipe? Est-ce qu'il y a d'autres logiciels? Alors, à la fois dans le contexte scientifique et puis des entreprises. Donc, le message ici, c'est que c'est assez complexe. Chaque cas est unique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait l'idée du COSI. Alors, le COSI ne peut pas répondre à tout ça d'un coup, mais c'est vraiment de forcer les chercheurs à se poser des bonnes questions. Pour résumer un peu ces questions sur des logiciels où il y a de l'enjeu, c'est intéressant en fait, un chercheur qui a envie de créer de l'impact avec son logiciel, il va se poser les mêmes questions qu'une startup. Il est au démarrage, il veut que ça soit connu, il aimerait bien que des gens l'essayent, il veut des retours. Et puis aussi, dès que ça marche un peu, on le voit sur pas mal de projets, il se pose la question il faut pérenniser, je vais avoir besoin de ressources quand même, parce que moi, au début, je suis tout seul, je fais du code, mais ça commence à être utilisé, donc j'ai des demandes de support, etc. Et donc, j'ai besoin de ressources pour pérenniser. Et ça, c'est vraiment les mêmes questions que se pose une startup. Donc, c'est souvent intéressant, même si vous ne pensez pas startup, de vous mettre dans ce chapeau-là et de poser des questions. Et ça aide à trouver la bonne stratégie. Un autre point, une autre question intéressante. Excusez-moi, là, il y a un micro d'ouvert. Ah, c'est bon. Merci.
Oui, c'est de se poser la question sur le levier d'action. En fait, un petit peu comme une start-up d'ailleurs, c'est de se dire j'ai envie que ça soit utilisé, mais ce qui est quand même intéressant, c'est d'avoir des retours et puis peut-être créer des collaborations de recherche. Peut-être qu'ils viennent me voir et elle a envie d'appliquer l'algo à leur cas. C'est de faire en sorte que vous avez ce levier d'action donné dans le code source. En tout cas, c'est de réfléchir à ça. Alors, ça peut se faire, par exemple, avec des versions optimisées. On peut avoir une version qui marche bien, qui montre que le concept marche, mais par contre, elle n'est pas ultra optimisée, elle n'est pas parallélisée. Ça, par contre, je peux bien sûr, dans ma page GitHub, par exemple, c'est une page GitHub publique, je vais dire que voilà, le code, il montre la preuve de concept. Si vous voulez, il y a des versions parallélisées qui existent, contactez-moi. Voilà, des choses comme ça. Avoir des extensions. On peut avoir le cœur de l'algo, mais par contre, on fait des extensions qui sont pas open source, ou alors en tout cas qu'on se garde au chaud. On a des cas, je vais parler un peu après rapidement d'un cas qui était intéressant, c'était le logiciel MUMPS à l'INP, où tout était en open source, mais de toute façon, l'utilisation du logiciel nécessitait l'expertise du chercheur, parce que le paramétrage était très complexe. Donc ça aussi, si on sait que finalement, toute la valeur est dans le code, mais en fait, il y a aussi beaucoup de valeur dans le paramétrage, c'est intéressant. On sait qu'on va pouvoir avoir des retours vers l'équipe. Le double licensing, je vais le passer, je vais en parler juste après. Alors, quelle licence on recommande? On a essayé de faire 4 cas assez simples et puis de recommander ce qui est au moins une licence. Alors, dans chaque catégorie, dans chaque ligne, vous pouvez quelquefois trouver d'autres licences, mais bon, honnêtement, là, on a pris vraiment celle qui était le plus connu. Le premier cas, il est un peu à part, parce que c'est une des demandes les plus courantes. C'est moi, j'ai fait une publication, j'ai besoin de faire du partage scientifique. L'évaluateur doit reproduire le code. Donc, moi, d'abord, j'ai ça. Mettre en open source juste pour ça, pourquoi pas, mais si c'est que ça, finalement, ce n'est pas vraiment une stratégie. Si le but est de répondre à un besoin ponctuel, on ne peut pas considérer ça comme stratégie. Donc, on a mis en place une licence qui est prête à l'emploi. Elle est sur l'intranet de l'IRIT. Charlotte pourra vous dire exactement où. C'est juste un fichier texte qui permet en fait à celui qui reçoit le code de l'exécuter, même d'avoir accès au code si vous l'avez transmis, de le modifier, etc., de le tester en gros. Par contre, on ne va pas plus loin que ça. Il ne peut pas faire des modifs et puis le redistribuer. Donc c'est très simple, mais ça couvre déjà pas mal de cas. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous êtes dans ce schéma. Ensuite, on arrive, donc les 3 lignes du dessous, c'est 3 niveaux, on va dire, de permissivité. Alors, la licence GPL, elle est intéressante puisqu'elle c'est la plus contraignante. Donc, elle impose que si des gens utilisent votre logiciel, il doit en gros se mettre dans la philo open source. C'est une philosophie de réciprocité, ce qui est intéressant, qui fait que quand vraiment vous avez que 30 secondes pour réfléchir, vous n'avez pas le choix, vous voulez faire une licence open source, c'est souvent un bon choix par défaut parce que vous êtes sûr que les utilisateurs respecteront la philo. Alors, petite remarque, si votre code est amené à être exécuté sur un serveur, peut être exécuté sur un serveur et donc pas distribué de manière classique, dans ce cas-là, mettez-la directement sur AGPL, ça vous couvrira pour ce cas ici. Le cas intermédiaire, donc la LGPL, qui est intéressant. Alors, 2 principaux cas. Elle a été créée en gros pour des librairies. Donc, le code de la librairie, lui, est vraiment open source. Et donc, si on fait des modifs, il faut toujours les mettre sous licence open source. Par contre, on peut la combiner avec du code propriétaire. Il y a des cas où il faut faire ça. Si vous avez fait un composant logiciel et vous savez que de toute façon, si vous voulez avoir de l'impact, il n'y a pas le choix. Il va être combiné avec des codes propriétaires. Et si vous la mettez en GPL, personne ne va l'utiliser. Bon, dans ce cas-là, il vaut mieux aller en GPL. Un autre cas d'usage intéressant, c'est tout ce qui est framework. Les frameworks, en gros, c'est un cadre logiciel et vous prévoyez d'avoir des extensions développées par des tiers. Donc, vous ne voulez pas trop mettre de contraintes sur ces tiers. Par contre, vous voulez juste que votre framework lui reste open source. La GPL est très bien dans ce cas-là. Le dernier cas, c'est les licences vraiment très permissives, en gros, qui demandent juste à ce que quand vous redistribuez le logiciel, que vous laissez les auteurs, la licence.
Mais en fait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein. On peut parfois changer de licence, on n'est pas obligé de diffuser le code source, etc. Voilà. L'Apache est un peu mieux que la MIT, mais c'est parce qu'elle rajoute quelques petites clauses contractuelles qui peuvent être utiles. Mais bon, c'est MIT ou Apache, c'est un peu du parallèle la plupart des cas. Alors, en dehors de ces cas-là, bien sûr, vous nous contactez, on peut faire des licences ad hoc très rapidement. On en parlait hier en COSI. On nous demandait, mais moi, j'aimerais bien, dans certains cas, mettre une licence qui permet juste l'évaluation, mais pas l'exploitation commerciale. Donc, alors, vous avez vu que l'IRIT Evaluation License, typiquement, le permet. Hein, elle empêche, je ne l'ai pas marqué là, mais c'est vrai que j'ai envie de marquer, elle exclut l'exploitation commerciale. Dans certains cas, la GPL peut être suffisante, mais si ce n'est pas adéquat, on peut très facilement faire ce type de licence. Dernier point, oui, on nous pose quelquefois des questions, les anciennes Cécile A et B, C, tout ça, bon, c'est en perte de vitesse, hein, c'est plus supporté, donc c'est vraiment limité. Alors, je vois qu'il y a des… Je n'ai pas vu. Question de Guillaume, savez-vous quelles licences ont été utilisées à l'IRIT par le passé? Et justement, non, Guillaume, nous n'avons pas de visibilité sur ce qui était utilisé, parce qu'il n'y avait pas d'instance d'enregistrement, d'où l'utilité du COSI. Dernier slide. Donc, des exemples de stratégies. Alors, on ne va pas toutes les revoir, mais c'est pour vous montrer que voilà, par rapport à un objectif particulier, comment on peut s'organiser. Je vais peut-être commencer par la plus simple. On a eu ça hier au COSI. L'outil de recherche en bas à droite. On a développé un code en fait, qui est surtout utilisé par les chercheurs et on a envie de le partager avec d'autres collègues. D'ailleurs, c'est ce qu'ils nous disaient. En fait, souvent, chaque équipe développe un peu son propre outil. C'est un simulateur de charge de data center. Il n'y a pas vraiment d'intérêt pour les entreprises. Bon, dans ce cas-là, c'est un outil de recherche pour nous. Il n'y a pas de perspective de valeur économique. L'enjeu, au contraire, c'est de ne mettre aucune barrière. Donc, on va mettre la licence la plus permissive possible pour favoriser l'utilisation. Voilà, ça, c'est le cas de l'outil de recherche. Je remonte en haut à gauche des choses qu'on fait ponctuellement. C'est le double licensing, dont j'en avais parlé un petit peu avant. Vous savez que si vous êtes propriétaire d'un logiciel, vous pouvez le diffuser sous autant de licences que vous voulez. Donc, rien n'interdit de mettre une licence GPL d'un côté, qui va permettre donc de tester le logiciel, par exemple. Mais si on sait que mon logiciel, imaginons, c'est un codec vidéo qui est vraiment adapté, qui pourrait être accéléré en hardware et donc embarqué dans des téléphones, par exemple, dans des puces. Bon, ces gens-là, ils ne vont pas vouloir faire ça, ils ne pourront pas le faire avec une licence GPL. Dans ce cas-là, on se dit, je vais le mettre en GPL, ça permet de le tester. Et s'ils veulent une licence d'exploitation commerciale, et bien dans ce cas-là, ils auront besoin de revenir vers le propriétaire pour dire, moi, j'ai besoin d'une licence et là, on pourrait les faire payer, on pourra faire quelque chose avec eux. Donc ça, c'est du double licensing. On le fait régulièrement, on en a fait… pas très souvent, mais la dernière licence, c'était, je crois, il y a un an ou deux avec un logiciel de l'IMT. La seule… comment dire, faut juste être conscient que quand on fait le prix du transfert dans ces choses-là, il est en général pas énorme parce que vous avez quand même… tout le monde a accès en fait, au code existant, il peut le lire. Alors, il ne peut pas l'exploiter commercialement directement, mais quand même, si c'est pas… alors, si c'est très, très, très gros, là, ça va. Si ce n'est pas des codes, c'est des codes de quelques milliers de lignes, ça peut servir de spécification et ça peut être recodé derrière. En tout cas, réimplémenté d'une autre manière. Donc, la valeur de ça dans le double licensing, elle n'est pas énorme, mais sans donner je peux donner le montant du dernier transfert, je crois que c'était 15 000 € par exemple, qui a été payé par une entreprise directement pour pouvoir l'utiliser. Le dernier, deux points que je vais faire sur ces cas-là. C'est important, la diffusion, en bas à gauche, la diffusion maximale, créer une communauté. Là, le message, il est souvent, on a ce besoin, on a un enjeu, on veut vraiment, on voudrait avoir des contributeurs. Bon, le message, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, finalement, ce n'est pas la licence qui est le plus important. Il ne faut pas faire d'erreur, mais franchement, les premières questions, c'est la facilité de prise en main, la valeur ajoutée, et puis surtout des benchmarks qui montrent vraiment que les gens qui veulent l'utiliser peuvent se dire « Ah oui, je vais vraiment gagner ça ».
et facilité d'intégration, la maturité, les bonnes pratiques de software engineering, Guillaume, pour le coup, va beaucoup plus creuser cet aspect-là. Et ça, c'est important. Si vraiment vous voulez avoir de l'impact et créer une communauté, ça ne se résout absolument pas au choix de la licence, c'est plus que ça. Et le dernier point, je vais parler juste de start-up. Les deux cases du haut à droite, en fait, même la troisième, ça a abouti une start-up, mais je vais passer pour laisser la main ensuite à Guillaume. Donc, dès qu'on veut imaginer une création de start-up autour de logiciels open source, c'est possible, mais il y a beaucoup de stratégies différentes. Donc, en fonction des stratégies, ça va être différent. On va avoir des approches très, très contrastées. Quand on veut vendre que du service, en général, dans ce cas-là, on a intérêt à avoir une licence la plus permissive. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune restriction sur le logiciel. Moi, je vends du service. Attention, ce type d'entreprise, ce n'est pas évident. Il y en a finalement peu qui arrivent à vivre que du service. Parce que la difficulté du service, vous savez, c'est que vous devez embaucher des gens pour le faire. Et les services, c'est fluctuant. Quand au début, ça marche, j'ai un coup de bourre, je dois embaucher 3 personnes. Si c'est des CDI, surtout que c'est compliqué d'embaucher, et que 3 mois après, je n'ai plus personne, il faut que je continue à être payé, je n'ai plus d'entrée d'argent. Donc, souvent, les startups essaient d'avoir une dimension produit quand même. Mais bon, si vous voulez faire que du service, ce qui peut arriver, le MIT est très intéressant, les licences permissives Apache. Dès que je vais faire des produits, là, il y a pas mal de possibilités. On est, par exemple, à l'IRIT, on est en train de travailler avec côté INP sur le projet Polymni. Donc, c'est des projets EdTech avec une stratégie open source, avec du double licensing, de l'AGPL, etc. Et sur un modèle freemium qui va permettre de faire développer la société tout en proposant à la fois des services et des produits. Je ne vais pas rentrer dans le détail, voilà, mais ça se réfléchit, c'est non trivial. Il y a plein de solutions qui existent, mais il faut en discuter. Voilà, d'où l'intérêt du COSI, en tout cas, de commencer à se poser les bonnes questions. Comme je n'ai pas énormément de temps, je laisse la parole à Guillaume, et puis si vous avez des questions, de toute façon, vous pourrez les poser à la fin. Guillaume, je te laisse partager le… Peut-être ce sera plus simple si je bouge. Sinon, oui, je te ferai signe pour passer les slides, sinon okay. Ça ira plus vite pour continuer. Donc moi, sur continuer sur ces problématiques-là, l'idée, c'est d'aller plus dans du concret sur des projets open source. Si tu peux avancer, Jérôme. L'idée, c'est en fait, moi, donc, durant ma thèse de doctorat, j'ai travaillé sur un projet open source au lab CNRS dans l'équipe Sarah. Donc, qu'est-ce que c'était que ce projet Eclipse OM2M? En fait, c'est un logiciel qui est un interlogiciel, donc c'est un framework typiquement assez gros en termes de lignes de code. Et l'idée, c'était de pouvoir implémenter un standard ouvert qui a été développé par les organismes de standardisation sur l'objet connecté, sur les objets connectés. Donc, en fait, on a travaillé, le LAS par le passé avait travaillé à cette implémentation et j'ai travaillé sur la nouvelle version avec le nouveau standard. Et l'idée, c'est qu'en fait, ce projet-là, c'est un projet open source qui est hébergé aussi par la Fondation Eclipse. Donc, ce n'est pas juste un projet qui a été diffusé tout seul dans son coin, ce qui a permis d'avoir tout un ensemble de règles de conduite et d'éléments à mettre en place qui sont dictés par la Fondation aussi, ce qui permet d'avoir vraiment un projet qui est assez cadré, en fait, au final, en termes d'open source. Alors, la Fondation Eclipse, donc Eclipse, vous connaissez sûrement par le logiciel le développement, en fait, l'IDE Eclipse. Et c'est aussi une fondation qui héberge beaucoup de projets open source. Leur cœur de motivation, c'est vraiment d'avoir de l'open source qui soit non contaminant, en fait, pour les entreprises, pour faciliter l'exploitation de projets par les entreprises. Et donc, cela va imposer pas mal de contraintes, en fait, sur les projets en termes de façon de développer le logiciel, mais aussi tout ce qui tourne autour des licences du logiciel, des librairies qui sont utilisées dans le logiciel, etc. Donc moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années sur ce projet-là. Aujourd'hui, je le suis de plus loin. Donc, c'est vrai qu'au début, souvent, quand on parle d'open source, on a une vision un peu idéale de l'open source, tout ce qui touche autour de la visibilité, le partage, le rayonnement de son projet. Le côté, on va pouvoir plus facilement créer une communauté. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut paraître très vite attirant, en fait, sur ces aspects-là. Souvent, la réalité de terrain qu'on va moins imaginer au début, à laquelle on va être vite confronté, ça va être aussi, voilà, ce que Jérôme a un peu mentionné, le côté où voilà, ça demande quand même beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, de ressources aussi en termes de développement et d'implication sur le projet.
il y a beaucoup de contraintes qui peuvent être mises en place au niveau de toutes ces licences parce qu'il y a énormément de licences qui existent dans le monde de l'open source. Et donc, en fonction de ce que vous allez utiliser en termes de librairie pour pouvoir développer, vous, votre logiciel, ben, certaines librairies vont vous poser des contraintes. Donc, il faut être vraiment vigilant aussi par rapport à ça. Parce que ça peut venir contrecarrer des fois des stratégies que qu'on pourrait avoir sur le logiciel en cours de développement. Et puis, le côté qu'on néglige ou qu'on n'imagine pas des fois autant prenant, c'est vraiment le côté service après-vente, entre guillemets. Hein. C'est le côté où dès qu'on diffuse son logiciel, on peut avoir des retours d'utilisateurs potentiels qui vont essayer de tester, qui vont rencontrer des bugs, qui vont avoir des demandes de fonctionnalités, qui vont vite avoir des demandes particulières et qui, en fait, vont pouvoir créer de la frustration si on n'est pas assez disponible pour répondre assez rapidement à ces demandes-là, ou du moins avoir la possibilité de montrer qu'on est réactif, ce qui peut vite contribuer à l'enterrement du projet en fait en termes d'open source. Donc ça peut être assez frustrant d'avoir des fois des retours assez négatifs en mode bon, on n'a pas eu de retour au bout d'une semaine, bon, le projet en fait il est mort, il n'existe pas, il n'y a personne qui travaille dessus, donc voilà. Il y a aussi ces aspects-là qui sont à considérer quand vous passez en open source qui peuvent être assez impressionnants, quoi. Après, sur ce projet-là en particulier, il y a à peu près une quinzaine de personnes qui ont contribué au final sur le code source. Et sur ce quoi on était assez satisfait, c'est qu'on a réussi aussi à fédérer des contributeurs externes. Notamment, on a Orange qui contribue au projet et qui aujourd'hui même prend un peu plus la main sur ce projet-là. Parce qu'ils l'utilisent en fait en recherche et ils ont reversé aussi des choses qu'ils ont développées eux de leur côté en interne pour leurs travaux de recherche. Donc c'est un projet sur lequel on a eu quand même une mise en place d'une gestion de contribution. Voilà, il y a différents auteurs de différents organismes. Je vais continuer d'avancer sur la présentation. Donc l'idée, c'est voilà, avec ce retour d'expérience plus les différentes ressources qu'on peut trouver aujourd'hui sur tout le monde de l'open source, l'idée, c'est de vous donner des éléments clés ou des choses en tout cas qu'il faut garder en tête quand on travaille en open source. Voilà, après, l'idée, c'est que ça ne va pas être exhaustif, ça ne va pas être non plus des règles à respecter à chaque fois, mais voilà, ça vous donnera des pointeurs en tout cas de choses auxquelles penser. Donc, un premier point souvent auquel on ne pense pas forcément initialement, c'est vraiment l'architecture logicielle de notre logiciel. C'est-à-dire que sa conception va avoir aussi un fort impact sur la réutilisabilité du logiciel, sur la capacité à fédérer des utilisateurs et des contributeurs. Parce que plus on va avoir quelque chose qui a été conçu de manière claire et lisible pour des utilisateurs qui ne sont pas experts de notre domaine, plus ça va faciliter en fait cet effet boule de neige en fait avec les utilisateurs et les contributeurs potentiels. Donc pour ça, il y a aussi tout ce qui touche à l'utilisation du logiciel. Donc Jérôme en parlait un peu tout à l'heure, voilà, tout ce qui est configuration, installation, lancement, parce que c'est vraiment un aspect qui est primordial, parce que si quelqu'un découvre votre projet, il est intéressé et au bout de plusieurs heures d'effort, il n'est pas capable d'arriver à le faire fonctionner, là, ça va faire diminuer grandement la valeur perçue de votre travail. Donc pour ça, voilà, j'ai mis pas mal de mots-clés, mais l'idée c'est qu'il y a plein de choses qui peuvent être utilisées pour ça, pour faciliter tout ça. Donc tout ce qui est documentation, voilà, avoir du code source qui est commenté, mettre en place un wiki où on va centraliser en fait les informations sur le projet, sur la documentation pour l'utilisateur, pour comment aller modifier les paramètres s'il y a besoin, etc. Et puis il y a des choses qui sont plus en termes de visibilité sur le développement en cours, sur l'évolution du logiciel qui va être autour de tout ce qui est la visibilité sur la roadmap. Donc, c'est important que des personnes qui sont extérieures puissent avoir une vision sur ce qui bouge encore, ce qui est encore en train d'être développé aussi en interne, des fois, parce qu'on peut avoir des choses en interne qui ne sont pas encore visibles en open source. Donc, avoir une roadmap publique, c'est intéressant et c'est important. Pour dire, voilà, il y a telle fonctionnalité sur lesquelles on travaille encore en interne, on espère pouvoir la finaliser dans l'année, dans le trimestre, par exemple. Et puis avoir aussi une visibilité, par exemple, sur un changelog, on peut avoir un historique visible et documenté des nouvelles fonctionnalités qui ont été mises, des choses qui ont été supprimées, des choses qui ont été modifiées. Parce qu'on peut avoir des utilisateurs qui ont été utilisateurs d'une version particulière de notre projet. Et puis si on a des nouvelles versions, c'est bien qu'ils puissent en un regard avoir une vision sur « Ah ben d'accord, moi j'ai utilisé cette fonctionnalité, elle a été supprimée, elle a été changée. » Voilà, c'est vraiment important d'avoir ces choses-là aussi. Pour faciliter l'ajout et la modification des fonctionnalités. Sur celle d'après, l'idée c'est que tout ça, il y a aussi un aspect important qui est autour de la qualité de code. Hein.
c'est vrai que ça peut paraître évident quand on le dit comme ça, mais des fois, on n'y pense pas forcément. Tout ce qui est les conventions de nommage, les conventions de code en fonction des langages qu'on utilise. Typiquement pour le Java, pour le C++, on a des conventions particulières en termes d'implémentation, de nommage, de variables, etc. C'est important de penser à faire une passe sur le code là-dessus. C'est-à-dire pour pouvoir faciliter l'adoption, ou en tout cas que les utilisateurs et contributeurs potentiels puissent rentrer plus facilement dans le code source. Bah, si on respecte ça, on va être plus facile d'accès qu'un projet où on n'a pas ces conventions-là. Un point de vigilance aussi qu'on a mis là pour que vous l'ayez en tête aussi quand on diffuse quelque chose. Si vous utilisez des outils comme du Git, vous allez avoir un historique de code dans le code source. Et il faut être vigilant sur les données sensibles qu'il peut y avoir là-dedans, parce que quand on a travaillé en interne dans le développement, on peut avoir des choses qui ont été mises dans le logiciel. Et il faut vraiment être vigilant là-dessus, de ne pas avoir des mots de passe ou des noms d'utilisateurs confidentiels internes au labo qui soient diffusés après dans l'historique sans qu'on s'en rende compte. Après, un aspect important à mettre en œuvre, c'est comment est-ce qu'on va gérer les contributions externes. Parce qu'en fait, si moi, je suis utilisateur lambda, je me rends compte qu'il y a un petit bug, puis en fait, je suis curieux, je vais voir le code source et je me rends compte qu'en fait, c'est une petite typo, c'est rien du tout, j'ai trouvé le bug. Mais comment je peux faire, moi, pour contribuer, corriger le bug sans avoir à solliciter directement les personnes, leur dire, voilà, c'est à tel endroit et que les personnes le fassent. Donc ça, c'est bien qu'il y ait dès le début quelque chose qui soit documenté, de dire, voilà, si vous voulez contribuer, voilà la marche à suivre, voilà le license agreement pour lequel il faut être d'accord pour faciliter ces contributions. Parce que, comme parlait Jérôme tout à l'heure, ça s'applique aussi quand il y a des contributeurs externes. Alors, si quelqu'un il est salarié d'une entreprise et il développe pendant son temps de travail sur votre logiciel open source, bah, il faut que son entreprise soit d'accord et qu'il accepte de céder les droits quand il contribue après du code source sur votre projet, bah, qu'il cède les droits pour que ça appartienne à votre projet. Voilà. Également, quand vous allez avoir des contributions externes, bah, il faut être vigilant aux licences qui sont utilisées. Si jamais il y a une nouvelle fonctionnalité avec des librairies, bah, suivant la licence que vous avez mis en place pour votre projet, bah, vous pouvez avoir des contraintes pour, par exemple, si c'est une licence permissive, vous ne voulez pas avoir une contribution qui utilise une librairie avec une licence qui va être contaminante. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important d'être documenté de base, quoi. Alors pourquoi? Parce que l'idée, c'est d'aller dans une optique de j'ai des utilisateurs potentiels de mon projet. Et petit à petit, ce qui serait bien, c'est de les convertir en contributeurs et en possibles personnes qui vont maintenir le projet après à terme, pour pouvoir justement avoir cet effet un peu boule de neige et fédérer la communauté autour du projet. Donc ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas en un jour. C'est vraiment quelque chose qui est assez long à mettre en œuvre. Mais ce qu'il faut avoir en tête, souvent c'est des chiffres, on n'imagine pas que c'est aussi important, mais c'est que souvent, dans plus de 80% des cas, les problèmes qui sont rencontrés, c'est vraiment des problèmes, ce qu'on appelle des problèmes de base, de ne pas être capable d'utiliser le logiciel parce qu'il y a la documentation, il manque quelque chose, ou alors elle n'est pas claire, et il n'y a pas assez de réactivité du côté de l'équipe qui a développé le logiciel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vite décourager. Donc il faut être vigilant là-dessus. Sachant que dans ces études-là, ils mettaient en avant aussi que il peut même y avoir des cas où il y a plus de 90% des utilisateurs qui voient le problème. Mais dans ces cas-là, mais en fait, il va y avoir moins de 40% d'utilisateurs qui vont aller s'impliquer pour corriger, par exemple, votre documentation en voyant où on voit le problème et va dire, je vais contribuer, je vais corriger, je vais rajouter dans la doc le paragraphe qui manque pour dire, en fait, il faut faire cette étape et cette étape qui n'était pas dans la doc. Et ça, malheureusement, il y a vraiment peu d'utilisateurs qui vont le faire. Donc, il faut être vigilant là-dessus. Et quand vous avez des retours d'utilisateurs extérieurs, pouvoir les inviter plus facilement à contribuer, pouvoir plus facilement intégrer leur retour dans votre projet. Pour faciliter tout ça, l'idée, c'est de pouvoir avoir un système qui va vous permettre de facilement faire du suivi de tout ce qui est suggestion de nouvelles fonctionnalités, les bugs qui ont été trouvés par des utilisateurs lambda qui ne sont pas capables de le corriger. Il faut avoir un moyen de le faire plus facilement, quoi, pour pas que vous perdiez trop de temps là-dessus aussi. Donc pour ça, c'est bien d'avoir, pareil, de même manière qu'on peut formaliser un processus de comment contribuer, d'avoir documenter un processus formel de, voilà, quand vous contribuez, voilà comment on va regarder votre contribution, comment on va l'accepter, comment ça va être intégré. Ça peut être très simple, de manière quasi automatique avec les outils qui existent, notamment autour de tout ce qui est les merge requests, par exemple, sur GitHub ou sur GitLab. C'est-à-dire, en fait, quand vous avez une contribution, soumettez-la comme ça. Nous, on va regarder. Si on ne voit pas de problème de licence, si on ne voit pas de problème de ce que vous avez fait, on va accepter. Et puis aussi, encore mieux, si vous avez
des tests que vous avez fait vous pour valider ce que vous avez fait, pouvoir les avoir pour qu'ils s'appliquent automatiquement à ces contributions-là, c'est encore mieux. Tout ça pour dire que ça s'inscrit, voilà, je vais continuer sur le processus en fait, de développement logiciel. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce développement-là, on a plein d'éléments qui entrent en jeu quand on travaille sur un logiciel de manière générale, hein, pas qu'un open source, mais on a plein d'éléments qui entrent en jeu au niveau de la conception, de l'implémentation, de la validation. Et puis après, quand on a des versions qu'on considère stables, qu'on va pouvoir publier, en fait, on a toujours une sorte d'itération à prévoir, voilà, avec quand on a des nouveaux problèmes qui sont remontés, des choses comme ça. Et donc, tous ces éléments transverses en jeu, c'est des choses qui peuvent prendre du temps, qui peuvent demander des moyens. Donc, c'est vraiment important de s'outiller pour tout ça, d'avoir de pas tout refaire from scratch, comme on dit, sur ces projets-là. Donc, pouvoir tracer les modifications, avoir la portabilité du code, faire la gestion de projet autour du logiciel, hein, parce qu'il n'y a pas juste le code source. Donc, ça, c'est vraiment important de s'outiller. Donc, pour ça, là, je vous ai mis sur la slide suivante quelques exemples d'outils. Je suis sûr que vous en connaissez déjà beaucoup là-dedans, mais ça vous donnera voilà, des pointers si jamais vous ne savez pas trop sur quoi partir au début, vous posez des questions là-dessus. L'idée, c'est que je pense que déjà, en termes de développement logiciel, vous devez sûrement l'utiliser. C'est primordial d'avoir quelque chose qui permet de gérer un historique et un flux de travail, donc Git, hein, typiquement, pour pouvoir être capable de séparer le travail de chacun et de gérer les contributions et les intégrer dans votre flux de travail qui est déjà en cours. Ça, c'est vraiment primordial. Il y a des outils aussi là-dessus qui permettent de le faire plus facilement si vous n'êtes pas un pro de Git. Après, tout ce qui est documentation, il y a des outils qui existent aussi pour vous aider à en générer de manière automatique. C'est-à-dire que si vous avez quelques annotations dans le code source, vous pouvez générer des documentations plus complètes qui génèrent des schémas, par exemple, de composants, des choses comme ça, pour gagner du temps et donner de la visibilité à un utilisateur contributeur extérieur. Et après, vraiment, ce sur quoi je mets l'accent, c'est vraiment sur la gestion du projet et la diffusion du projet. Voilà, passer par des plateformes et des outils comme GitLab ou GitHub. En interne à l'IRIT, vous avez un GitLab qui est déployé, si je dis pas de bêtises, qui peut vous faciliter voilà, déjà le travail en interne hein, sur vos projets pour travailler à plusieurs et commencer déjà ce travail de documentation et faciliter l'utilisation de votre travail. Et puis après, c'est beaucoup plus facile quand vous le basculez en public, que ce soit vers un GitHub ou même le garder sur un GitLab de l'IRIT, d'avoir déjà des choses qui ont commencé à être faites là-dessus, ça vous fera gagner beaucoup de temps. Et après, un dernier point qui est vraiment, si vous commencez à avoir un projet qui va être de plus en plus ambitieux en termes d'open source, c'est vraiment bien d'avoir quelque chose en termes d'intégration continue, d'avoir quelques tests qui vont vous faire gagner beaucoup de temps après quand vous avez des modifications, des contributions extérieures, par exemple, de pouvoir déjà avoir ces tests qui vont s'exécuter automatiquement et qui vont vous permettre de gagner beaucoup de temps déjà si ça ne compile pas, si ça fonctionne plus comme ça devait fonctionner. Voilà, si vous avez déjà quelques tests qui ont été faits pour valider vos travaux à vous, c'est bien de pouvoir les intégrer dans le système pour que ça permette de faire de l'intégration continue qui est facilitée par les outils comme GitHub et GitLab. Voilà. Et après, j'ai un dernier point sur tout ce qui est architecture logicielle en général. C'est souvent, quand on est le nez dans le prototype, on ne se rend pas compte qu'on va vite avancer sur rajouter des fonctionnalités, rajouter des éléments dans le code. Et pour un utilisateur lambda qui n'est pas expert, on va vite se retrouver sur quelque chose qui ressemble à un plat de spaghetti, hein, typiquement, où on n'est pas capable de comprendre de l'extérieur ce que fait votre code, comment il est structuré, quel composant fait quoi. Et c'est vraiment quelque chose qui va être un vrai frein à l'adoption et à la conversion des utilisateurs en contributeurs sur le projet. Donc pour ça, l'idée, c'est on a de plus en plus une tendance autour de tout ce qui est microservices, c'est-à-dire essayer d'avoir de plus en plus une structure sous forme de composants et d'avoir une architecture logicielle qui va faciliter en fait l'ajout de nouvelles fonctionnalités sous forme de composants, sous forme de microservices, sous forme de plugins. Donc bien sûr, ce n'est pas applicable à tous vos projets, mais si jamais vous avez un projet qui commence à grandir, à grossir, des fois ça peut être intéressant de se poser la question, est-ce que ce ne serait pas mieux d'utiliser un framework ou d'utiliser de retravailler un peu le code source pour le formater vraiment sous ce type de format, pour faciliter en fait déjà l'entrée dans le code source pour quelqu'un qui est extérieur. Et puis, quand on veut rajouter une nouvelle fonctionnalité, limiter ce qu'il y a à modifier dans le code. S'il n'y a rien à modifier, qu'on a juste à implémenter quelques interfaces
quelques fichiers .h en C ou quelques interfaces Java, des choses comme ça. Ça va vraiment faciliter l'adoption de votre travail. Et donc ça, c'est quelque chose de plus, si vous l'avez en tête assez tôt, ça va pouvoir orienter votre développement et éviter que vous vous retrouviez avec le fameux plat spaghetti à retravailler, ce qui peut prendre beaucoup de temps. Voilà. Donc en bref, vraiment, c'est pour que vous ayez quelques points auxquels on pense quand on a une idée de partir à terme sur la diffusion open source. Donc vraiment avoir, quand on travaille sur l'architecture de logiciel, essayer d'avoir quelque chose de plus modulaire possible. Pensez à s'outiller dès le début. Voilà, dès le début, partir sur un projet GitLab. Quand on a rencontré des problèmes ou qu'on a un utilisateur qui a rencontré un problème en interne, documenter ça dans le wiki, voilà, pour vraiment capitaliser en fait cette connaissance sur le logiciel. Et puis quand on va commencer à grossir, ou avoir plus de personnes qui travaillent sur le code source, c'est bien d'avoir vraiment défini un processus de gestion de voilà, comment contribuer, comment est-ce qu'on va gérer nos versions. Voilà, on définit un peu une roadmap. Nous, notre objectif côté laboratoire, c'est de travailler sur ça et ça. On n'a pas prévu de corriger tel bug et tel bug. Donc, si vous voulez contribuer dessus, vous pouvez, etc. Mais gardez en tête que voilà, passer sur un projet qui soit un vrai projet open source avec où on va essayer de mobiliser des utilisateurs et des contributeurs, c'est quelque chose qui va demander beaucoup d'énergie et de temps. Voilà. Pour conclure, je crois qu'on a une dernière slide pour vous donner une idée sur le cycle de vie de logiciels open source issus de la recherche. C'est quelque chose qui prend du temps et puis quelque chose qui va être qui va évoluer au fil du temps avec la maturité du logiciel, puis petit à petit arriver à fédérer la communauté et pouvoir avoir comment dirais-je, un désengagement progressif aussi du temps que vous pouvez mettre dans le projet pour pouvoir avoir un relais qui va se faire côté industriel, côté communauté. Nous, c'est quelque chose qui s'est passé justement sur le projet OM2M où on a petit à petit le relais qui a été pris par le contributeur Orange, en fait, qui maintenant porte un peu plus le projet que l'équipe de recherche, mais qui permet de continuer à faire vivre ce projet-là aussi, qui est quelque chose d'important pour avoir, qui continue à vivre et qui continue à être utilisable, quoi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des différents éléments que j'avais à vous dire. Après, je ne sais pas si n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête sur les pointeurs qu'on a pu soulever sur ces aspects-là. Merci beaucoup, Guillaume et Jérôme. Oh, Guillaume Cabanac, Irit, a une question. C'est le premier à être apparu, à avoir mis son écran. Oui, merci pour cet exposé. J'aurais une question à propos de l'APP, donc l'Agence de protection des programmes. Quand j'étais membre du CNU, du Conseil national des universités, le dépôt d'un logiciel au niveau de l'APP était valorisé, de même que l'utilisation de statistiques qui montrent à quel point le logiciel était utilisé par une communauté. Donc, je me demandais si l'IRIT avait prévu de sensibiliser les collègues à ce type de dépôt et si vous aviez des logiciels à recommander pour collecter des statistiques, faire des analyses géographiques, par exemple, d'utilisation. Alors, le dépôt au niveau de l'APP est mentionné dans l'intranet. On encourage les chercheurs à cela. Après, on essaye maintenant de prévoir dans les montages des projets les financements nécessaires pour ce type de dépôt. Après, le dépôt est fait par la tutelle avec l'accord de TTT, si je me souviens bien de la procédure. Ouais, on peut même le prendre. Quand on valorise, en fait, nous, on le prend en charge, en fait, le dépôt. Oui, c'est quelque chose qu'on fait quasiment systématiquement. En fait, quand on rentre un projet logiciel pour statuer les auteurs et les propriétaires, on réalise un dépôt APP. La question qui va se poser, c'est faire un dépôt APP si on est sur du logiciel open source. C'est ça que tu me demandais, Guillaume? Pas aussi spécifiquement, voilà. Juste recadrer avec cette possibilité qu'ont les enseignants-chercheurs de faire figurer des dépôts APP dans leur dossier lorsqu'ils demandent des promotions et voir comment ça s'articule avec les initiatives dont vous nous faites part ce matin. Parce qu'une demande du terrain par le bas, si je peux m'exprimer ainsi, c'est de
déposer des projets en APP. Voilà. C'est peut-être quelque chose qui intéressera les collègues et surtout de leur indiquer que c'est un des critères de l'évaluation des enseignants-chercheurs. C'est un moyen de motiver le terrain justement à s'intéresser à ces questions et je voulais savoir comment ça s'articulait avec l'action de TTT en particulier. C'est vraiment réponse simple. S'il y a des besoins vraiment qui contactent Guillaume, c'est fait systématiquement, quoi. Maintenant, même sur les brevets, aujourd'hui, on a changé un peu le process et c'est en gros, on protège par défaut. Si un chercheur nous dit vous protégez, si c'est un logiciel, et on fait les dépôts APP systématiquement, quoi. Donc, il n'y a pas de souci pour prendre en charge ça. Entendu. C'est peut-être un moyen de communiquer auprès des enseignants-chercheurs sur l'intérêt de cette association avec TTT. Peut-être d'indiquer que les CNU ont dans leur grille d'évaluation ce type d'indicateur. Merci Guillaume, on orientera une communication sur ça. D'autres questions? Hervé, je crois. Oui, bonjour. Je voulais vous remercier pour cette présentation déjà. Je me suis reconnu dans certains commentaires sur c'est utilisé par Google, mais je ne sais pas ce qu'ils en font, ça doit marcher. Et le fait de recevoir un retour positif pour 50 retours, ça ne marche pas, qui peut être un peu frustrant quand on est le seul et unique contributeur de la librairie en question. Donc, je me suis bien reconnu. En fait, il y a des slides sur lesquels alors je n'ai pas votre nom, le premier intervenant. Jérôme, oui, c'est marqué TTT. Jérôme. Jérôme, vous êtes passé très vite sur des slides qui étaient bien complets. C'était je ne sais pas si on a le temps de revenir un peu plus en détail sur typiquement. Il y en avait plusieurs où vous êtes passé très vite parce que pour. Charlotte, on a un bon quart d'heure. Allez, on y va, je partage. Je n'ai pas noté les numéros, mais peut-être que vous voyez lesquels auxquels je fais référence sur les différentes façons. Je pense que c'était celui-là, non? Alors celui-là, oui, ouais, voilà, ce genre de choses. Il y a certaines boîtes dont vous n'avez pas parlé. En fait, ça m'aurait intéressé d'en savoir un peu plus là-dessus. D'accord. Oui, je n'avais pas tout fait, faute de temps. Donc, double licensing, j'en ai parlé. Attendez, je vais peut-être le mettre, ce sera plus clair comme ça. Donc, les licences commerciales, non commerciales, j'en ai parlé aussi. Ensuite, framework. Donc, ça, j'avais parlé quand je parlais des LGPL. Dites-moi, enfin, je ne sais pas s'il y a une boîte qui vous intéresse plutôt. Non, mais typiquement, déjà, vous parlez de framework en faisant l'hypothèse qu'on sait ce que c'est qu'un framework. Qu'est-ce qu'on appelle framework déjà? Excusez-moi. Oui, framework, c'est l'idée d'un squelette, quoi, d'un squelette applicatif. Je me dis que Guillaume, est-ce que toi, tu peux considérer, c'est pas mal ton exemple, toi, ce que tu as fait, c'était un framework, non? Alors, il y a une petite différence. Moi, c'était plus un intergiciel, mais ça rentre un peu dans les mêmes catégories de logiciels. C'est-à-dire que quand c'est des logiciels qui vont être intermédiaires, quoi. C'est-à-dire qui sont et qui ont un socle, un noyau de code source, et puis on va venir rajouter des plugins ou des éléments en plus où on peut enlever des fonctionnalités, rajouter des fonctionnalités. Ça va vraiment être ce côté-là plus modulaire sur l'intergiciel. Et sur le framework, ça va vraiment être un logiciel support, quoi, sur lequel on vient rajouter des couches après. Et donc, l'idée, c'est d'avoir ce logiciel support c'est bien aussi des fois d'éviter qu'il contamine toutes les couches supérieures après pour faciliter son utilisation, quoi. C'est une sorte de squelette d'application sur lequel qu'on peut enrichir. Et c'est prévu pour que ça soit enrichi par des tiers. Donc, c'est plus lié à la deuxième partie de la présentation sur la façon de structurer le code pour que justement ça devienne un framework plus que du spaghetti code et Complètement. Un framework, il doit être super bien architecturé. C'est fondamental, autrement ça ne marche pas. Et après, au niveau pays, effectivement, la licence LGPL est bien, quoi, parce qu'elle maintient l'open source sur le squelette, si vous voulez, la structure, l'organisation. Par contre, elle n'empêche pas que Airbus
Ils utilisaient, par exemple, des frameworks dans le domaine du software engineering, des outils d'analyse de code pour le développement logiciel, où vous avez la structure, voilà, elle est open source. Par contre, rien n'interdit une entreprise de proposer un plugin propriétaire qui va faire une analyse particulière, quoi, très spécialisée. Elle s'inscrit dedans et le plugin, on peut l'acheter. Il suffit de le télécharger, ça se rajoute automatiquement dans l'application, etc. D'accord, merci. Et j'avais une question sur le double licensing ou plutôt sur le changement de licence. Est-ce qu'on peut changer de licence à un moment donné, au moment d'une release d'une nouvelle version? À quel point c'est facile? Qu'est-ce que ça implique? Dans un sens ou dans l'autre, le rendre plus permissif ou le rendre moins permissif? Ou est-ce qu'on a intérêt à séparer complètement le projet en deux parties? Alors, bon, la base, mais je pense que vous connaissez déjà, pour changer de licence, il faut que vous soyez propriétaire. Donc, le seul warning, c'est attention si j'ai eu des contributeurs externes. C'est-à-dire que si vous avez, c'est toujours, vous êtes l'unique codeur, donc effectivement, vous pouvez changer sans problème quand vous voulez. Donc, rien ne vous l'empêche. Après, sur est-ce que c'est pertinent ou pas de le faire, là, je crois que c'est du cas par cas. Enfin, j'entendais, ouais, est-ce qu'on est plus permissif, moins permissif? Là, on ne peut pas répondre de manière générale. Ce qui est sûr, par contre, c'est que toutes les licences, si avant, il a été diffusé sur une licence open source A, tous les gens qui ont récupéré ce logiciel, avec la licence A, ils continuent, ils ont le droit de le redistribuer, etc., quoi. Donc, ce qui est parti dans la nature, si vous voulez, on ne peut pas le récupérer. Quelquefois, ce n'est pas si grave que ça, parce qu'il n'y a pas tant d'utilisateurs. Mais ce n'est pas parce que vous changez la licence B que les vieilles versions, elles sont toujours sur la licence A. Alors, même si elles sont plus disponibles sur votre site web, elles sont peut-être quelque part. Voilà. Et puis, il y aura des gens qui l'ont cloné, qui vont le remettre sur un autre GitHub après avec la licence initiale. Enfin, voilà. C'est possible. Après, souvent quand même, moi, alors je ne sais pas du tout dans votre cas, mais je relativise un petit peu de ce que je vois des projets de recherche. On va dire le mainstream, quoi. Souvent, on a mis un algo, commence à avoir quelques utilisateurs. C'est rare qu'on soit parti sur des logiciels où vraiment voilà, il y a une diffusion assez massive, où là, il faut vraiment se poser la question si on change de licence. Il ne faut pas le prendre à la légère, mais il y a pas mal de cas où on peut très facilement, parce que finalement, OK, il y a peut-être une quinzaine de boîtes qui ont fait des tests. Et ils m'ont contacté, de toute façon, je les connais. Et souvent, c'est faisable, quoi. Mais effectivement, ça dépend de la diffusion précédente. Ouais, et puis quand on a eu des contributions extérieures, si on n'avait pas mis en place justement license agreement pour les contributions et qui cèdent leur droit, par exemple, à l'IRIT ou quoi, quand ils contribuent, ça peut être problématique parce que ça n'appartient pas aux mêmes personnes et on ne peut pas faire ce qu'on veut avec ce code-là, quoi. Plus les contraintes aussi de licence sur la librairie que vous utilisez, là, vous n'avez pas forcément la main sur toutes les licences que vous pouvez. Voilà. D'accord, je vous remercie. Moi, je ne vais pas accaparer la parole, je laisse la place aux autres. Merci. Après, c'est vrai que j'ai pas fini de répondre à la question tout à l'heure de Guillaume. Il y avait un point pour avoir un peu la visibilité sur l'utilisation du projet. Et c'est vrai que quand on utilise déjà des plateformes type GitLab ou GitHub, on peut avoir un peu de statistiques sur les personnes qui vont cloner, en fait, télécharger le code source notamment, hein. Donc ça permet d'avoir un peu de visibilité là-dessus. Et après, ce qui est pas mal aussi quand on a une page d'accueil, une page web qui promeut le projet, donc qui va permettre de pointer vers le répertoire où il y a le code source, etc., et la documentation. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on peut mettre des trackers, des cookies, des choses comme ça, qui permettent juste d'avoir un peu de suivi sur les personnes qui accèdent en fait à notre projet pour avoir un peu de visibilité s'il y a du monde qui est intéressé et puis dans quelle grande région du monde. Ça, c'est quelque chose qu'on avait en place sur le projet, notamment one-to-one sur la page d'accueil. Je crois que c'est Google AdWords qui fait ça. C'est juste Google Analytics, voilà, qui permet d'avoir un tout petit peu d'informations sur les accès en fait à votre projet, quoi. C'est anonyme, hein, précis. Hein, c'est avoir voilà. des dire j'ai eu 300 téléchargements par mois, etc. Ça vous donne des statistiques sur les accès en fait à votre site et après sur les téléchargements, vous avez aussi des GitLab qui le font, qui vous donnent les statistiques de clone de votre projet, quoi. Oui. Un des conseils à donner aux chercheurs serait de lister aussi une publication à citer lorsqu'on utilise le logiciel, oui. Ce qui permet de donner une forme de visibilité académique au travail. Je pense que parfois les collègues oublient de faire ça et c'est un peu dommage.
Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait sur le projet OM2M, on avait une publication de référence qui était à citer quand on voulait parler de ce projet-là, plus le lien vers le projet. C'est vrai que c'est quelque chose de bien à faire, ouais. D'avoir une publication de référence référencée sur votre GitHub et avec directement le copier-coller pour la citer, c'est le mieux. Ouais. Et dans la même veine, j'y pense, un truc que souvent que les chercheurs oublient, je le mets en open source, donc je prends, y a le template GPL ou voilà, de ma licence. Il ne faut pas oublier de dire qui sont les auteurs, enfin, ça appartient à qui, hein, ça c'est important quand même, que ça apparaisse quelque part. Parce que bien sûr, le template, il ne dit pas à qui ça appartient, il faut le mettre. Ça. Ouais. Et puis après, ce qui est bien aussi, c'est de faire il y a des plugins comme ça dans les vidéos qui sont automatiques, hein, de mettre des cartouches en fait en haut de tous vos fichiers et de remettre en fait le copyright, le contributeur initial, le laboratoire, les auteurs, de prendre quelques lignes pour le mettre. Voilà. C'est vraiment bien de faire ça en un clic, vous le mettez sur tous vos fichiers et ça donne la visibilité. C'est comme ça, si quelqu'un réutilise un fichier en particulier, ben, il y a quand même la trace de ça. Il nous reste combien de temps, Charlotte? 8 minutes. Je ne sais pas s'il y a des questions. D'autres questions? Peut-être Oui. s'il n'y en a pas. Non. Oui. S'il n'y en a pas d'autres, je peux juste prendre 3 minutes là, parce que pour parler de la box qu'on a passé, qui est quand même un truc assez intéressant, projet qui alors passé, mais le consortium d'utilisateurs payants, là, l'exemple même Solver, qui a toujours été à l'écran. Donc, c'était un projet de l'IRIT à l'INP. Ils ont eu un modèle très intéressant qui a abouti à la création d'une start-up et je pense qu'il voilà, y a pas mal de leçons à tirer de ça. En gros, c'est un solveur numérique, c'est vraiment dans le monde de la simulation numérique, donc du gros logiciel qui résout des systèmes linéaires creux. L'enjeu, c'est la performance, l'optimisation, la parallélisation sur des gros calculateurs pour pas que les calculs se prennent des jours et des jours. Il y a comme ça a bien marché, ils ont une diffusion open source, ça a bien marché. L'enjeu derrière, c'est ce dont on a parlé. Il y a plein de demandes de support, il faut faire la recherche en parallèle, mais je n'ai pas le temps parce que je veux faire évoluer mon logiciel, etc. Donc, comment faire pour pérenniser un peu des ressources? Ce qu'ils ont monté comme modèle, tout en étant dans le cadre de la recherche, hein, c'était avant que la startup soit créée, c'est un consortium d'utilisateurs. Alors, ils avaient effectivement la chance que il y a pas mal, les gros utilisateurs étaient des grosses boîtes. Il y avait EDF dans l'énergie. Enfin, voilà, il y a pas mal de grands comptes. Et ils leur ont proposé un modèle où la base, elle reste open source, avec une licence très permissive. Par contre, en échange d'une contribution, d'une cotisation annuelle, eh bien, ces entreprises avaient des privilèges. Ces privilèges étaient un accès aux dernières versions qui n'étaient pas mise en open source immédiatement. En fait, c'est ça la licence permissive Apache chronodégradable. C'est un nom un peu bizarre, mais c'est juste pour dire qu'en fait, au départ, les nouvelles versions sont propriétaires et puis 6 mois, 1 an, 2 ans après, on les bascule en open source. Pendant cette durée, ça profite uniquement aux gens qui ont payé. Et les autres privilèges étaient, en fait, en gros, une sorte de jeton de gouvernance dans le projet pour orienter les développements, pour avoir plus de support, pour avoir accès à des formations. Donc, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont fait ça, ils ont réussi à monter ça contractuellement. Alors, c'était un petit peu compliqué parce qu'il y avait 6 copropriétaires au niveau académique, mais ils ont réussi. Et ça a marché pendant plusieurs années. Ça a permis de financer un ingénieur à plein temps, un ingénieur de développement à plein temps, donc c'est quand même pas mal. Et ça a permis aussi, en fait, sur ce mode recherche, de valider la demande. Ils l'ont fait pendant plusieurs années. Et puis, il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans, Marion, tu me corrigeras peut-être. Ils ont créé la startup qui continue en fait la même chose, qui fait exactement la même chose, donc qui continue de maintenir ce logiciel MUMS, d'ailleurs en collaboration toujours avec l'IRIT, bien sûr, et en apportant le même type de service. Donc c'est intéressant parce qu'ils ont réussi à générer du revenu voilà, en fournissant un peu des services additionnels, des privilèges additionnels à certaines entreprises. Merci Jérôme. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. Je propose de continuer sur la présentation de Soraya.
merci. Et bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Soraya Zomey, donc je travaille au service commun de la documentation de l'Université de Toulouse 3 et je suis administratrice des données algorithmes et code source pour l'université. Alors, je vais vous faire une présentation, donc déjà je vais partager. Je suis pas sûre que vous voyez. Est-ce que vous voyez l'écran ou pas? Oui. Oui. Magnifique. On va se remettre au début. Alors, je vais vous faire une présentation assez rapide, je pense, une dizaine de minutes. Je ne sais pas, donc c'est une vraie question ici, si vous avez un petit peu suivi. En ce moment, il se passe beaucoup de choses sur le dépôt et la diffusion des codes sources. Et il y a eu des présentations. Vous m'entendez bien? Vous avez parlé d'une réunion avec Arcane pour Parfaitement. Oui, c'est cet après-midi, mais c'est simplement Julien, Thomas et Lionel et moi. Okay. Parce que c'est côté Arcane. En fait, Charlotte, peut-être que tu peux couper Isabelle. On passe trop de temps sur quelque chose. Je suis en train. Diplomatiquement faire. Il va y avoir des fuites de secrets là. C'est ça. Comment ça impacte. Isabelle, tais-toi. Voilà, ça y est. C'est bon. C'est bon. Merci. Donc, du coup, il y a eu des présentations très récemment, hein, vraiment dans les dernières semaines, sur Software Heritage, on va vous parler, et le rapport, enfin, l'interconnexion qu'ils ont fait avec HAL, et c'est ça dont on va parler maintenant. Est-ce que certains d'entre vous y ont assisté, du coup, pour que ça me donne une idée? Non. Non plus. Bon, d'accord. Je ne ferai pas trop de redites alors. Très bien. Donc, moi, je vous en ai fait, alors c'est des interventions d'1 heure, hein, c'est des personnes de l'INRIA et de HAL qui ont présenté. Je vous ai fait un digest de 10 minutes parce que je trouve que c'est assez lourd, mais vous aurez tout le détail et je vous ai mis les références à la fin. Alors, petite présentation en 3 parties. Pourquoi archiver le code source? Et par archiver, on a bien sûr l'idée aussi de diffusion. Je vous parle ensuite de HAL et de Software Heritage, et en quoi c'est complémentaire et qu'est-ce que c'est. Et puis, comment déposer, parce que c'est un peu la question. Donc, pourquoi archiver le code source? Donc, le logiciel, c'est du binaire et c'est du code source. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, la connaissance et le savoir sont dans le code source. Donc, c'est parce qu'on peut le lire, on a tous les commentaires, on comprend. L'idée, c'est qu'on puisse comprendre à quoi ça sert. Et donc, c'est celui-là qu'on va décider, qu'il a été décidé de sauvegarder, sachant qu'il est fragile, qu'il peut disparaître, être attaqué, être supprimé. Et donc, il y a l'exemple de Google Code qui a, avec 1,4 million de projets Editorious, qui se sont arrêtés, et le système de contrôle de version de Bibliothèque, Mercurial, qui a été arrêté également, puisqu'il a passé au vite. Du coup, ce n'est pas quelque chose qui peut tenir dans le temps, ça peut tenir longtemps, mais ça peut s'arrêter à un moment donné. Donc, c'est comment préserver ça aussi dans la durée. Alors, important, c'est spécificité du logiciel. Donc, le logiciel, et ça a vraiment été mis en avant dans le 2e plan national de la science ouverte. C'est un des 3 piliers de la science ouverte, et c'est un pilier de la recherche académique, aux côtés des publications et des données. Mais le logiciel, et plus précisément le code source, c'est un objet qui est complexe, parce que vous l'avez beaucoup, vous avez beaucoup parlé ce matin. On va avoir une communauté, donc avec des gens qui vont intervenir différemment, des auteurs du code, des algorithmes, une granularité avec différentes versions, une structure suivant où on se positionne. Et ça, ce n'est pas simple à sauvegarder et à rendre. Les besoins vont être différents suivant d'où on se positionne. Pour les chercheurs, il va y avoir le besoin d'archiver et de référencer le logiciel, assurer aussi la paternité. S'il le crée. À l'inverse, il va y avoir le besoin de le trouver et de pouvoir l'utiliser comme outil, donc avec toute la documentation qui permet d'utiliser aussi. Il y a des enjeux de reproductibilité, il y a des enjeux d'amélioration. Pour les équipes et laboratoires, vous en avez également parlé, il peut y avoir plusieurs enjeux, donc vérifier les contributions de l'équipe, pouvoir produire des rapports, une page web, pouvoir dire ce qui se fait en fait à l'intérieur du laboratoire, parce qu'on peut perdre facilement le compte. Et au niveau de l'institution, à un niveau plus méta, on aura aussi un besoin de métriques et éventuellement de stratégies sur des logiciels qui ont été développés.
Alors, du coup, après cette courte introduction, je vais vous parler de HAL et Software Heritage. Je vais surtout vous parler de Software Heritage parce que vous connaissez HAL. Donc, Software Heritage, c'est une initiative qui a été lancée en 2015. Alors, ils disent avec le soutien de l'INRIA, le directeur de Software Heritage, c'est Roberto Di Cosmo, il travaille à l'INRIA, et en partenariat avec l'UNESCO. Alors, l'objectif est très modeste. C'est récolter, organiser, préserver et rendre facilement accessible l'ensemble du code source disponible publiquement sur la planète. Voilà ce que ça donne, mais en tout cas, ça donne un objectif très, très large. Donc, ça ne concerne pas que le code source recherche académique, mais ça concerne aussi, et là, c'est ce qui nous intéresse, ce qui est fait au niveau de la recherche. En 2022, on trouvait 177 millions de projets déjà sur Software Heritage. Alors, avant qu'on regarde peut-être à quoi ça ressemble, ça fonctionne de la manière suivante. Donc, ça va moissonner une liste de forges, dont GitHub Victorious Bucket, présent mort. Donc, ils ont récupéré notamment les codes de Google Code aussi qui sont arrêtés, mais ils moissonnent régulièrement GitHub. Donc, il y a ce fonctionnement-là. Il y a un lien, et on va le voir, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, avec des infrastructures type HAL, où là, ça ne va pas être des moments donnés, mais il va y avoir des échanges réguliers. Enfin, au niveau de la structure, alors, je reprécise, je ne l'ai peut-être pas fait jusqu'à maintenant, donc moi, je ne suis pas du domaine. Si je n'utilise pas les bons termes, n'hésitez pas à me reprendre, et je vous remercie de votre indulgence. Donc, de ce que j'ai compris, ça conserve la structure en arbre de Merkel, ce qui va permettre d'avoir les différents niveaux. Et à chaque niveau, on va retrouver un identifiant qui est interne à cette application, à l'application Software Heritage, qu'on appelle le SWOG. Et ça va permettre de nous positionner exactement là où on veut, d'un bout de code précis, dans un fichier, à un répertoire, un dossier, à une différente branche, à une version, etc. Comme ça va moissonner une grande liste de forges, donc énormément de projets, il y a une déduplication qui est intégrée. Ainsi, le même contenu sera archivé une fois, c'est-à-dire qu'il va retrouver. Alors, le contenu, ça peut être un fichier de licence, qui lui va être utilisé énormément. Et il y aura des liens, par contre, on va retrouver la structure des différents projets, mais évidemment, le code ne sera présent qu'une fois sur la plateforme. L'objet pourra être identifié donc, dans son contexte, avec, on peut faire apparaître l'URL d'origine, la visite, quel emplacement on a, et dans l'historique de développement, où est-ce qu'on est, le chemin d'accès, etc. Et donc, l'idée est de sauvegarder le contenu et l'historique de développement, de retrouver, je me répète un peu, les fichiers, les dossiers, les révisions de commit, les releases, les snapshots. Alors, à quoi ça ressemble? Alors, vous n'avez peut-être pas vu, mais est-ce que vous connaissez ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. OK. Donc, ça se présente de forme suivante, donc français, anglais. Là, on va aller sur la forme française. C'est très simple au niveau de l'ergonomie. Donc, on a parcouru, sauvegardé, archivé, récupéré. Je vais vous montrer un tout petit peu. Donc, j'ai repris l'exemple qu'ils ont donné, parce qu'il est bien. J'ai trouvé. Quand on veut rechercher, on va chercher soit on connaît déjà le numéro interne, soit on va chercher par projet. Et ils avaient pris l'exemple du système embarqué lunaire qui a été utilisé dans la mission Apollo 11. Mission en 1969, on n'est pas sur la Lune. Et donc, ce code, il avait été mis en ligne, enfin déjà repris ligne à ligne dans début 2000, mis en ligne en 2003, mais il a été mis sur GitHub en 2016, et là, ça a eu beaucoup plus d'effet, enfin, avec une diffusion beaucoup plus importante. Donc, en cherchant le projet, on va voir toutes les origines, d'où ça vient. Si on prend le premier, on va retrouver ensuite l'ensemble des dossiers. Vous allez avoir plein d'informations qui vous parleront sûrement mieux qu'à moi, dans quoi ça se positionne, les branches, etc. Et on va aller sur ce dossier-là, chercher, oups, c'est celle que j'espère que je ne mets pas trop vite à l'écran, ça ne doit pas être agréable. Voilà, chercher ce fichier Webinar Landing. Ici, on va retrouver vraiment le code. Et je descends et j'agrandis, le cas échéant. Voilà. Est-ce que c'est bien lisible? C'est bon? Oui. Merci. Oui, c'est à partir d'ici.
Donc là, on a nos instructions, là, on a nos commentaires. Et donc, sur cette petite partie, en gros, il demande, c'est au moment un peu avant l'atterrissage, il faut retourner l'antenne, si j'ai bien compris. Et donc, on a une série d'instructions. Donc, on dit de brancher l'antenne, de remettre l'antenne. On demande à l'astronaute, si elle n'est pas dans la bonne position, de le retourner. Et puis ensuite, c'est assez rigolo, on se dit, bon, peut-être qu'il ment. Donc, on va retourner ici, on va reprendre au début et on va revérifier s'il l'a bien fait. Voilà. Et si tout va bien, on arrive à la fin, on va passer à la suite. Ce qui nous montrait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir copier directement comme ça du code, enfin le sélectionner, et puis on va avoir un lien, donc soit un lien interne, c'est le suite dont je vous ai parlé, qui ressemble à ça, on le reverra un tout petit peu plus tard, soit ajouter des informations contextuelles, d'où ça vient, on voit quelle est la visite, révision, on a toutes les informations. Et ça, c'est quelque chose qui se copie, qui peut se mettre dans une biographie, dans un article, enfin, et qui va ramener la personne qui utilise ce lien directement au même endroit dans le code, voilà, complètement dans le contexte. Voilà, je reviens. C'est quand même assez bien fait. Alors, on verra ensuite à quoi ça ressemble quand on veut déposer rapidement, parce que moi, je n'ai pas pu forcément déposer, mais voilà, je vous ferai un petit retour là-dessus. La complémentarité entre HAL et Software Heritage. Donc, HAL, vous connaissez, donc je ne vais pas vous redécrire, hein, sciences ouvertes, publication, tout ça. Quel est l'intérêt d'utiliser HAL pour décrire les codes sources? En fait, je vais prendre même dans l'autre sens. Dans Software Heritage, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir retrouver vraiment la partie, on a une accessibilité, une reproductibilité, on a l'accès au code, on retrouve toute une structure, ce que ne permet pas HAL. À l'inverse, HAL va permettre d'abord d'apporter une visibilité, hein, c'est quand même connu utilisé. Ça va permettre d'apporter des métadonnées bien avancées. Ça va permettre de citer. Il y a des formats d'export, donc vous savez qu'il y a beaucoup de formats d'export sur HAL qu'on n'aura pas sur Software Heritage. Donc, HAL, ça va être vraiment les métadonnées, l'information, la notice. Et puis, Software Heritage, ça sera l'accès au code et puis savoir où on se positionne. Donc, ils ont construit un partenariat, HAL et Software Heritage, avec l'idée, donc, l'idée finale, on verra qu'il y a plusieurs manières d'y arriver, mais l'idée finale, c'est qu'on archive le logiciel sur Software Heritage. Ce logiciel, il va être identifié d'une part par le suite, l'identifiant interne de Software Heritage, d'autre part, sa notice va être identifiée par le HAL ID qu'on trouve sur HAL. Les métadonnées sont dans HAL, la notice des métadonnées, et il y a une modération, on verra, sur un ensemble d'informations. On aura quelque chose de qualité. Et on pourra citer le dépôt avec la citation HAL qui pourra avoir une citation complète, ce qui permettra tout ça de valoriser. Alors, je vous disais, il y a deux manières d'y arriver, pour pas faire simple. Soit le logiciel est développé localement, donc il n'est pas en gros sur une forme, il n'est pas sur une plateforme publique. Donc, dans ce cas-là, on va faire un dépôt, ce qu'on appelle local, un dépôt source, soit il est sur une plateforme collaborative et la forme du dépôt sera différente. On va regarder les deux rapidement. Dans tous les cas, ce qu'ils disent, et je vous ai mis à la fin des liens vers des guides pratiques qui ont été développés, il faut porter une attention au fichier README qui va bien expliquer ce qu'on y trouve, au fichier auteur, au fichier license. En sachant qu'il y a une modération, une petite vérification de est-ce que la licence elle est dans la notice et la licence dans le code c'est la même, enfin voilà, qu'on soit un peu cohérent. Donc si on est dans un projet local et qu'on va déposer dans HAL, on va, donc il s'agit donc d'un dépôt source, on va déposer les sources compressées, donc c'est un zip.tar. Il me semble que c'est 200 mégas maximum, bon, c'est du code. On va ensuite ajouter les métadonnées et le code sera envoyé à Software Heritage. Alors peut-être que ça vaut le coup juste d'aller sur HAL pour regarder. Bien que je ne puisse pas faire de dépôt, mais on voit quand même au moins la page. Est-ce que vous voyez toujours bien mon écran? Parfaitement. Parfaitement. Donc vous voyez HAL. Oui. Oui. Ah, c'est bien. Oui.
Donc ici, c'est là qu'on va déposer notre dossier zip avec tous nos petits. Et puis ici, on va charger nos métadonnées. Pas du tout, excusez-moi. Ici, on ne va rien faire du tout pour l'instant. Ici, vous allez compléter les métadonnées et c'est là qu'on va pouvoir ajouter des métadonnées qui peuvent être un peu plus spécifiques. Et alors, ce n'est pas ça que je voulais vous montrer parce que là, comme je ne peux pas déposer, je me suis mis à la fin quelque chose où on voit dans une présentation de 2021 de Casual, il le montre bien et j'ai trouvé que c'était pas mal. Alors, parce qu'on voit ensuite à quoi ça ressemble. Excusez-moi, je retrouve mes petits. Alors, ils me disent comment modérer. Ce n'est pas ce qu'on veut, nous on veut déposer. Voilà, très bien. Hop, toc, démonstration. Bon, après, peut-être que ça vous parlera. Donc, on a vraiment tout le chemin. On prépare son dépôt, on charge les fichiers, les métadonnées, on valide sur HAL. Il y a une modération sur ces métadonnées. Donc, sur ce que je vous ai dit, titre, auteur, licence. Et puis ensuite, si on a accepté, on verra, le dépôt du code source se fera sur Software Heritage. Alors, donc on dépose jusque-là, tout va bien. Là, on l'a vu. On va avoir nos métadonnées. Donc, les obligatoires, c'est toujours nom, domaine, mais on va avoir des choses plus spécifiques. Donc, vous voyez particulièrement ici la licence, là, ils ont mis la MIT, le langage de programmation, l'état de développement, l'outil de développement qui sont plus particuliers. Quand on choisit, en fait, j'ai oublié de vous dire, mais enfin, vous en doutez, quand on choisit qu'est-ce qu'on dépose, on met le logiciel et donc les métadonnées sont contextuelles en fait, par rapport au type d'objet qu'on dépose. Alors, les affiliations, qui sont très intéressantes ici parce qu'elles ne peuvent pas être développées de la même manière dans Software Heritage. Donc là, justement, il y a toute la question des auteurs. Hein. On valide le dépôt. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est juste cette petite case à cocher. Si vous cochez ici Software Heritage, alors votre code, après validation, sera envoyé sur Software Heritage et le numéro suite de Software Heritage sera injecté dans HAL. Donc c'est vraiment ça le lien entre les deux. Donc, on vous dit que les conditions pour Software Heritage, c'est que les dépôts, la licence doit être libre, les fichiers ne doivent pas être sous embargo. Hop. Je vais montrer à quoi ça ressemble quand c'est fait. Je ne sais pas si on va le voir. Est-ce qu'on va voir le titre final? Bon, je ne sais pas si je vois le résultat. Ce n'est pas grave. À la fin, on a normalement ce petit lien qui doit apparaître. Je vérifie si je le retrouve rapidement, parce que je trouve que c'était bien. On est parti sur la partie de modération. Valider le dépôt, dépôt en modération. Bon. Vous me croirez sur parole, donc à la fin, vous avez le suite qui va apparaître dans votre notice HAL. Mais ce n'est pas la seule manière de faire. Donc, je vous ai dit qu'en fait, Software Heritage, ça moissonnait et c'était en interconnexion avec HAL, mais il y a également la possibilité de déposer directement du code depuis une fork GitHub, par exemple, sur Software Heritage de manière assez simple. Et du coup, ça, c'est la deuxième possibilité donc pour les projets collaboratifs. On va le déposer sur Software Heritage. Pareil, on va regarder. Du coup, on va obtenir ce numéro, ce SWID, et puis on va ensuite créer dans HAL, mais très facilement, la notice et les métadonnées à partir de cet identifiant. Vous vous rappelez que dans HAL, on avait vu qu'on peut déposer des fichiers, mais on peut également mettre l'identifiant, et on peut mettre l'identifiant du SWID. Alors, est-ce qu'on le voit là? Hop, vous voyez bien l'écran? Toujours? Toujours. Toujours. Donc, tout à l'heure, dans Software Heritage, on était dans Search, rechercher, et donc on a Save Code Now, donc sauvegarder son code. Et alors, on peut sauvegarder son code à soi, mais on peut aussi, autant dans HAL, il faut qu'on soit auteur. Autant dans Software Heritage, on peut ne pas être auteur du code et déposer un code du moment qu'il est ouvert, public. On a le droit de dire, veuillez archiver ce code, veuillez moissonner ce code. Et du coup, on met juste l'URL d'origine. Donc,
et on va indiquer quel est le type d'origine. On va vous poser d'autres questions, à quel élément on est du projet, etc. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Un certain nombre de forges, pareil, je vais retourner sur software peut-être. Un certain nombre de forges ou d'outils sont connus. Donc, la sauvegarde, le chargement va se faire automatiquement. Est-ce qu'ils le mettent? Je vais voir s'ils le disent ici. Voilà, ceux-là. Donc là, ils vous disent qu'ils vont régulièrement aller rechercher ce qu'il y a là-dedans. Et pour ce qui ne l'est pas, par contre, il y aura une modération pour aller vérifier que ça colle, qu'ils peuvent rentrer, remettre une bonne structure, parce qu'il faut avoir quelque chose d'homogène. Une fois fait, donc vous allez récupérer un SWID. Donc, je reviens dessus. Ce qu'ils nous disent, excusez-moi, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il est recommandé d'ajouter du code méta, pour JSON, qui va décrire toutes vos métadonnées, schéma de métadonnées, parce que du coup, si vous l'avez, s'il est à la racine de votre dépôt, alors lorsque vous irez dans HAL, il va l'utiliser, il va créer votre notice quasiment automatiquement. Donc, du coup, ça simplifie énormément le dépôt. On l'aura travaillé avant, mais du coup, c'est réutilisable et ça va vous aider. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais ça permet ensuite, en retournant dans HAL, d'avoir quelque chose de beaucoup plus rapide. Eh bien, voilà, je crois que je suis arrivée à la fin. C'était vraiment vous montrer qu'il y a les deux. Donc, l'idée est vraiment qu'on peut archiver, déposer, conserver ces données, pouvoir revenir à du code de façon pratique sur software. Et on espère vraiment dans la pérennité, c'est vraiment l'idée, donc là c'est intéressant. Et que dans HAL, on va vraiment identifier, décrire. Donc l'un et l'autre ne peuvent pas le faire séparément, donc voilà, rien n'est obligatoire, on n'est pas obligé de déposer dans l'un dans l'autre, mais c'est vraiment intéressant de faire les deux. Là, je pense qu'ils ont réussi quelque chose. Je vous mets à la fin les liens. Donc il y a eu d'une part un webinaire le 21 avril 2002 sur Software Heritage. Il y a eu un webinaire Les logiciels dans HAL, une collaboration entre Software Heritage, INRIA et CCSD le 31 mai, mais il n'y a pas encore la vidéo. Je vous la mettrai à jour si elle arrive. Et puis les deux guides pratiques, celui de Casual qui est vraiment très simple, je trouve très bien fait. Celui plus détaillé qui était sur l'INRIA, mais qui est, je trouve vraiment, moi j'ai du mal à retrouver mes petits, il mélange un peu les différents éléments qu'on dépose là ou là. Je me disais, mais voilà. Je voulais vous dire autre chose. Le dépôt dans HAL vers Software Heritage, il est actif et vous pouvez le faire dès maintenant. Ça marche depuis 2018, je crois. Le dépôt dans le Software Heritage avec le suite pour ensuite aller dans HAL, c'est en bêta, donc c'est sur le HAL de l'INRIA actuellement. Ce n'est pas encore sur ça va arriver. Vraiment, on est juste au moment où vous arrivez au moment, donc vous créez ça exactement au moment où c'est en train de se lancer. En fait. Voilà, je vous remercie et je vous écoute si vous avez des questions. Merci beaucoup, Soraya. J'ai une première question. Lorsque un chercheur, un ancien chercheur de l'INRIA se pose des questions en matière de publication sur HAL ou sur Software Heritage, à qui peut-il s'adresser? Alors, il peut s'adresser à nous, au service commun de la documentation. Donc, vous avez qui est en train de se réorganiser du coup pour un peu mieux servir le côté recherche avec un plus gros département appui à la recherche. Donc, avec une partie publication. Donc, vous retrouverez, vous connaissez, je pense, le site de la bibliothèque. Éventuellement, je peux juste vous montrer. Oui. Allez. Volontiers. Alors, écran 1. Alors, est-ce qu'on voit... Je ne sais jamais quel écran ça montre. Est-ce qu'on voit mon écran? On voit ton écran et on voit que tu vas sur Google. Ah, YouTube 3. Sur le site du... Et on voit pas le site. Ah, c'est vrai? Ouais. J'arrête, je repartage. Pardon. Hop. On le voit? Là, parfait. Super. Vous avez ici une page du chercheur sur la droite avec un certain nombre de rubriques, donc notamment que vous connaissez peut-être ou pas, publiées en open access. Donc là, il y a toute une partie du service des collègues qui vont répondre et qui vont animer ou répondre à vos questions sur tout le dépôt des publications, en l'occurrence. Et puis, vous avez à la fin un mail pour les joindre, un mail générique. Et sur toute la partie données de la recherche, et il faudrait qu'on rajoute données, algorithmes et code source. Hein. Donc, je vais mettre ça à jour.
Vous avez également une page qui vaut ce qu'elle vaut, mais à la fin, vous avez les contacts, mon nom, mais également un mail générique. Et donc là, oui, sur ces questions-là, vous pouvez nous contacter. Nous, on verra en fonction, on cherchera ça. Très bien, merci beaucoup. D'autres questions, Guillaume, peut-être? Oui, y a-t-il sur UT3 des pionniers de l'utilisation de software heritage? Mais pas à ma connaissance, parce que INRIA, UT3, je ne sais pas. Moi, je pense que vous êtes presque les plus à même. Pour moi, c'était vous les pionniers. Non, donc, je n'ai pas de retour. Je n'ai pas eu du tout de retour. Et quand même, ça m'a l'air, c'est vraiment récent qu'on puisse... Avant, c'était un choix à part de déposer dans Software Heritage. Le fait de lier vraiment les deux, c'est quand même récent. Voilà. Et du coup, j'espère que vous serez les pionniers. Oui, je pense à des collègues aussi qui travaillent dans une entreprise qui s'appelle Mesostar, qui a un lien avec le Laplace, qui développe du code au quotidien. D'accord. J'ai un contact qui est un ancien docteur de l'IRIT, avec qui j'avais fait ma thèse, Vincent Forest, voilà, qui travaille à Mesostar et qui est très avancé sur ces questions d'open source et de développement en équipe, etc. Ça peut être intéressant peut-être de les approcher pour le SCD. Tout à fait. Faut voir. Voilà. Parce que du coup, ils travaillent dans les locaux du Laplace. Dans les locaux du Laplace. Oui, c'est intéressant de savoir ceux qui ont fait, quelles ont été leurs difficultés, qu'est-ce qu'il faut, les bons conseils aussi, en interne et pas uniquement vu côté CCSD ou software. Merci. Merci. Alors, je sais pas, alors moi j'ai une question du coup, je ne sais pas si vous en avez d'autres, mais est-ce qu'aujourd'hui vous déposiez où votre code source? Dans HAL. Dans HAL, uniquement. Oui. D'accord. La consigne, c'était celle-là. C'est ça. Très bien. D'autres questions? Aucune main ne se lève. Je pense qu'on peut clôturer avec des remerciements chaleureux à tous les participants et les intervenants. Merci beaucoup à tous. Je vous enverrai les supports de présentation. Pardon, Jérôme. Merci pour l'organisation. Merci. Merci. Et donc, bonne continuation, bonne journée, bon appétit bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt, au revoir.